À la une de l'actualité ce soir, examen scolaire session 2023 au Burkina, des augmentations et des baisses ont été enregistrées comparativement à l'année dernière en 2022. C'est ce qui ressort du bilan de l'organisation des examens livrés ce matin par le ministère en charge de l'éducation nationale. Le point complet à suivre en début de journal. Et puis, ouverture ce matin de la deuxième session du cadre de concertation entre le ministre chargé de l'économie et les comités de lutte anticorruption au sein du ministère. Le bilan des activités réalisées en 2022 ont été passés à la loupe. On en parle amplement dans un instant. Et enfin, le grand format de ce 20h nous plonge dans le travail des enfants avec le contexte sécuritaire, la situation des personnes déplacées internes met à rude épreuve les efforts du ministère en charge du travail contre le phénomène. Analyse de ce phénomène à suivre également au cours de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue aux 20h de Twi TV. Examen scolaire session 2023 au Burkina. Le ministère en charge de l'éducation nationale a fait le point ce matin en conférence de presse. Il ressort que le taux de réussite aux examens du BEPC et au baccalauréat est en baisse comparativement à l'année précédente. Le CEP, le CAP et le BEP, eux par contre, connaissent une hausse du taux de réussite. Le premier responsable du département de l'éducation s'est aussi prononcé sur les difficultés rencontrées dans l'organisation des examens. Joseph-André Ouedraogo promet que les responsabilités seront situées. Anna Gambéré et Abdourahim Yeye. À cette conférence de presse bilan de l'organisation des examens scolaires session 2023, le ministre de l'Éducation nationale met l'accent sur les difficultés qui ont émaillé cette session. La première difficulté est celle liée à l'utilisation du nouveau logiciel qui a d'ailleurs été dénoncé par les structures syndicales. Pour le ministre, toutes les dispositions ont été prises pour éviter les désagréments. Cependant, au regard du fait que le logiciel est en construction, le ministère avait prévu une alternative en cas de difficulté. Mais cela n'a pas été suivi par tous les acteurs, explique Joseph-André Ouedraogo. Vous savez, on ne peut jamais être à 100% sûr avec les innovations technologiques. Nous avons pris ces précautions. Nous avons demandé aux uns et aux autres. Nous avons fait publier un communiqué invitant les uns et les autres à passer à la gestion manuelle en cas de problème. Cela n'a pas été observé dans tous les jours. Et nous le regrettons, n'est-ce pas, en temps opportun. Nous prendrons les mesures par rapport à ceux qui se sont montrés, j'allais dire, indisciplinés par rapport à ce problème. Le deuxième problème qui a impacté l'organisation des examens cette année, c'est la délivrance tardive des convocations aux examinateurs. Le ministre affirme que le même problème était survenu déjà en 2022 et malgré les mesures prises, le retard a été de nouveau constaté. Pour cette session, déplore le ministre. Joseph-André Ouedraogo rassure que des enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. J'ai instruit d'emblée mes services techniques d'investiguer pour m'aider à démasquer, éventuellement à débusquer ceux qui sont à l'origine des fraudes présumées. Mieux, pour la première fois, j'ai mis sur le dossier les fins limiers de la gendarmerie nationale. Pour le moment, l'instruction n'est pas terminée. Mais sachez que s'il y a des coupables, à commencer par le ministre, moi-même j'ai démissionné. C'est pour dire que je serai ferme vis-à-vis de ceux qui sont impliqués. Si c'est vrai qu'ils sont impliqués, je vais sévir. En ce qui concerne le résultat des examens, l'on note une hausse du taux de réussite de 8,06% au CEP et 6,52% pour la formation professionnelle comparativement à la session précédente. Le baccalauréat et le BEPC connaissent par contre une baisse du taux de réussite de respectivement 1,84% et 3,08%. Pour le ministre, cela est dû à la situation du pays. Il faut reconnaître que cette année,
les examens se sont passés dans un climat, j'allais dire, stressant. Un climat stressant. Ça n'a pas été facile avec ce que vous savez pour stabiliser le nombre des effectifs des candidats. Ça a été la croix et la bannière. Il faut toutefois reconnaître que les enseignants ont fait preuve de résilience. C'est ce qui nous a valu même ces résultats qui du reste ne sont pas catastrophiques. Malgré les difficultés rencontrées, le ministre de l'Éducation nationale se réjouit de l'utilisation de ce logiciel. Il promet travailler à le perfectionner pour la session prochaine. Le ministre souhaite également l'amélioration des conditions de travail des agents chargés de l'organisation des examens scolaires. Le ministère de l'économie, des finances et de la prospective a organisé ce 20 juillet la deuxième session du cadre de concertation entre le ministre chargé de l'économie et les comités de lutte anticorruption du dit ministère. À l'ordre du jour, le bilan des activités réalisées par les comités de lutte anticorruption en 2022 et aussi donner des orientations afin de contribuer à la réduction de cette pratique qui ronge le tissu social du pays. Alexis Wenkouni, Belem Naba. 25 comités anticorruption ont été dénombrés en 2023 au sein des structures ministérielles burkinabè. À cette deuxième session du cadre de concertation du département de l'économie et les comités anticorruption, les acteurs veulent travailler à renforcer cette lutte contre la corruption. Pour le chef du département de l'économie burkinabè, Dr Aboubakar Nakanabo, cette pratique gangrène le tissu social burkinabè et sape les efforts de développement. Occasion donc pour les différents acteurs réunis de travailler à la réduction de cette pratique et de rehausser les taux des ressources économiques pour faire face à cette crise multiforme que connaît le pays. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile et toute personne qui se laisse aller à la corruption, que ce soit un corrompu ou un corrupteur, doit se dire qu'il est en train, par son acte, de priver peut-être un VDP ou un soldat de Kalash parce que les ressources sont limitées. On est obligé de faire donc recours à nos ressources propres pour financer donc les équipements des forces de défense et de sécurité. Donc, si vous privez un soldat de Kalash, ça veut dire que vous contribuer en réalité à renforcer l'insécurité, ce qui n'est pas une bonne chose. Cette lutte doit avoir un impact positif et cela ne devrait se limiter aux corrompus ou aux corrupteurs, selon le chef du département de l'économie burkinabè. Chaque acteur de la société devrait contribuer à la dénonciation des faits de corruption. Dr Aboubakar Nakanabo a par ailleurs saisi l'occasion pour donner des orientations au comité. Et ces orientations sont claires. Tolérance zéro pour la corruption. Et il faut justement que chacun s'y mette. C'est vraiment très important. Ce qui se passe souvent, c'est que les gens dénoncent la corruption comme ça, sans vraiment apporter des éléments. Il faut apporter des éléments qui permettent donc à l'autorité aussi de prendre des décisions. Nous sommes très engagés donc dans la lutte contre la corruption, mais il faut que tous les citoyens se mettent à contribution pour que nous puissions véritablement booster ces fléaux hors de notre pays. Les comités anticorruption ont, au cours de cette deuxième session, fait le bilan de leurs activités. 91 sessions d'information réalisées, plus de 1200 agents des structures centrales et déconcentrés ont été touchés. 72 sessions d'information et de sensibilisation réalisées. Dans 7 chefs-lieux de région, plus de 4000 usagers ont été touchés. Au cours de cette rencontre, 3 comités anticorruption ayant fait preuve d'abnégation dans leur travail ont reçu des lettres de félicitations du ministre en charge de l'économie. Situation nationale. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Ibrahim Traoré, le Burkina Faso est résolument engagé dans une dynamique de diversification des partenaires. Depuis lors, les voyages du Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela se multiplient. Après la Russie en décembre, le Venezuela en mai, le chef du gouvernement est cette fois-ci en séjour au Nicaragua en Amérique centrale. Si l'intérêt du Burkina pour la Russie est beaucoup stratégique sur le plan militaire, le cas du Venezuela et du Nicaragua laisse interrogatif. Quel est donc l'intérêt du Burkina Faso pour ces deux pays et pour le choix des pays de l'Amérique du Sud et centrale? Le professeur Ousseini Ili donne des explications dans ce téléman signé Assomta Somé et Maxime Jean-Eudes Bambara.
Après le Venezuela, pays d'Amérique du Sud, en mai dernier, le Premier ministre burkinabé Maître Apollinaire Kyelem de Tambela est en visite officielle au Nicaragua, cette fois-ci en Amérique centrale. Des visites qui laissent plus d'un interrogatif sur l'intérêt du Burkina Faso pour ces deux pays, surtout dans ce contexte de crise sécuritaire. Le Venezuela est certes un pays producteur de pétrole, mais selon le professeur Ouseni Ili, ce pays connaît des difficultés économiques, tout comme le Burkina Faso. Et le cas du Nicaragua, pays de 6 millions d'habitants, se révèle encore énigmatique selon ce dernier. Sur le plan sécuritaire, il y en a qui disent qu'on peut tirer l'expérience de ces pays-là, surtout le Nicaragua qui a connu également des moments troubles dans son histoire. Mais ce n'est pas la même chose. Le Nicaragua a connu des guerres civiles. Des guerres civiles, il a eu à faire face pendant de nombreuses années à des rébellions. Mais ce n'est pas la même chose. Ce que nous vivons, ce n'est pas une rébellion. Nous vivons une crise multidimensionnelle, très complexe, qui fait que je ne vois pas qu'est-ce que l'expérience du Nicaragua peut nous apporter en tant que telle. Selon le professeur Ouseni Ili, ces visites présentent beaucoup plus un intérêt diplomatique au regard de la nouvelle trajectoire prise par les autorités de la transition. Après le départ de l'armée française du territoire burkinabé, le pays est désormais dans une logique de diversification de partenaires. On met en l'écart un peu l'Occident, on réoriente ça vers l'Est, surtout la Russie. Là qu'on comprend que ces deux pays-là, ce sont des alliés de la Russie en Amérique du Sud. Donc ça peut se comprendre selon la trajectoire actuelle du pays, selon également la personne même du Premier ministre, parce que c'est quelqu'un qui dit qu'il est révolutionnaire. Alors que quand vous regardez dans ces pays également, les dirigeants qui y sont en ce moment se revendiquent également révolutionnaires. Mais bon, concrètement maintenant, qu'est-ce que ça apporte au pays? Ça, franchement, j'ai des réserves. Il faut certes diversifier les partenaires, mais pour l'enseignant-chercheur, le Burkina Faso gagnerait à chercher également des solutions en Afrique et à renforcer ses relations avec les pays voisins. Les voisins immédiats, on a la Côte d'Ivoire, on a le Sénégal, on a tout ce qui nous entoure. Il faut commencer à faire la paix avec eux. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de voisins. Si ce n'est pas le Mali, on est en froid avec tout le monde, alors que, comme on le dit chez nous, en Afrique, c'est le voisin qui vous protège. Votre premier protecteur, c'est le voisin. Si on peut avoir ce qu'on cherche loin à côté, pourquoi vous allez faire autant de kilomètres, dépenser autant d'argent pour chercher ce que vous pouvez trouver à côté de chez vous? Je vous ai dit qu'en Afrique, on a de très bons pays, des pays qui ont de l'expérience plus que ces pays-là. J'ai oublié le Rwanda. Le Rwanda est un pays aujourd'hui qui est très en avance sur ces questions-là. Selon la direction de la communication et des relations publiques de la primature, le chef du gouvernement burkinabé participera au Nicaragua à la cérémonie officielle du 44e anniversaire du triomphe de la révolution sandiniste. Maître Apollinaire Kyelem de Tambela s'entretiendra également avec le président de l'Assemblée nationale de Nicaragua. Il participera également à une réunion au ministère des Affaires étrangères, réunion au cours de laquelle des accords et un mémorandum seront signés. Un boycott des réseaux de téléphonie mobile, c'est du moins ce qu'annonce la plateforme des associations de défense des droits de l'homme à travers une conférence de presse ce jeudi. Le premier responsable de la plateforme appelle les consommateurs à se mobiliser pour une réduction des prix au niveau des téléphonies mobiles. Cette campagne dénommée Vent du Salut vise donc à boycotter l'ensemble des réseaux les 8, 15 et 22 août prochains sur toute l'étendue du territoire national. Plus de précisions avec Dorothée Bambara et Yacine Sawadgo. À ce rendez-vous avec la presse, l'Association pour la défense des droits de l'homme s'indigne contre les sociétés de téléphonie mobile. Joseph Ouedraogo et ses camarades se font entendre face au silence des opérateurs de téléphonie mobile. Le 24 mai dernier, les responsables des téléphonies mobiles avaient annoncé une réduction de 10% sur chaque recharge et aussi un benchmark dans l'espace ouest africain, mais rien n'est fait jusqu'à présent. Les lignes n'ont pas bougé significativement. Les opérateurs de téléphonie mobile retranchés dans un silence ont rompu le silence le 24 mai seulement pour annoncer un bonus de 10%. Pour aussitôt disparaître des radars. Cette posture inattendue et incompréhensible, d'autant plus que 3 mois plus tôt, les opérateurs avaient annoncé un benchmark dans l'espace ouest africain en vue d'évaluer
réduction des tarifs des communications électroniques. Au regard de la situation et la sourde oreille que font les réseaux sociaux de téléphonie mobile, l'Association de défense des droits de l'homme veut passer à une étape supérieure. Une opération Vent du Salut sera lancée. Vu l'écart entre la qualité des services et leurs tarifs excessifs, nous appelons les consommateurs et tous ceux qui utilisent le téléphone mobile à se mobiliser pour le déroulement de l'acte 2 de l'opération Vent du Salut. En quoi va-t-elle consister? C'est une campagne qui consiste tout simplement à déconnecter un réseau durant 5 heures, de 7 heures à 12 heures. Nous, ce qu'on veut, c'est une réduction significative sur les tarifs de communication électronique. Sur la minute d'appel, on dit qu'on a diminué 30 francs, 20 francs, c'est ce qu'on attend. Sur le coût des data, au Ghana, c'est 335 francs. Au Sénégal, avec 4490 francs, vous avez 12,5 gigas. En France, avec 5990, vous avez 70 gigas le mois. On veut des prestations d'urgence, c'est tout. Si on n'a pas ça, sincèrement, vous pouvez compter sur nous. L'Association de la défense des droits de l'homme lance un appel à la mobilisation générale pour la réussite de la campagne de l'acte 2 de l'opération Vent du Salut, les 8, 15 et 22 août prochains sur toute l'étendue du territoire national. Nous en venons au grand format de ce 20h. À la date du 31 mars dernier, le CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, dénombrait plus de 2 millions de personnes déplacées internes au Burkina Faso. 58,5% de ces PDI sont des enfants âgés de 5 à 17 ans, une situation qui n'est pas sans conséquences et qui met à rude épreuve les efforts du ministère en charge du travail et de la protection sociale en matière de lutte contre le travail des enfants. Comment comprendre donc ce phénomène de travail des enfants et comment venir à bout du phénomène? Les explications, c'est dans ce dossier signé Fatimata Ninkiema. Au Burkina Faso, les pires formes de travail des enfants sont classées dans plusieurs catégories. Il s'agit de la soumission des enfants à des formes d'esclavage, la vente d'enfants, la traite des enfants, le recrutement des enfants dans les conflits armés et l'utilisation des enfants à des fins de prostitution et à la vente de stupéfiants, sans occulter les travaux dangereux tels que l'exploitation des enfants par la mendicité et sur les sites d'orpaillage. Selon l'enquête nationale sur le travail des enfants, 41,1% des enfants burkinabés étaient économiquement actifs en 2006. Le dernier rapport, dont les résultats ne sont pas encore officiels, note une diminution de 0,8% par rapport aux chiffres de 2006. Seulement, nos efforts ont été noyés par la situation nationale avec son lot de personnes déplacées, où la proportion des enfants représentait plus de 50% des personnes déplacées. Donc cette situation a remis en cause les efforts engrangés depuis 2006 sur la question de la lutte contre le travail des enfants. Une situation qui oblige donc le ministère en charge du travail et de la protection sociale à se doter de nouvelles stratégies pour endiguer ce phénomène. Selon le directeur général de la protection sociale, Carl Zango, des actions sont menées pour relever les défis actuels liés à l'insécurité. Parmi ces actions, il y a la sensibilisation des populations, les contrôles sur les lieux de travail, les contrats et le règlement intérieur des sociétés, explique Carl Zango. S'il y a des aspects là-bas qui nous font croire qu'il y a la possibilité de faire employer des enfants, nous interpellons également pour que ces dispositions-là puissent être retirées. Donc en plus du contrôle sur le terrain, il y a aussi le contrôle sur les documents qui sont faits. Alors il y a aussi la question de la répression. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup versé dans la répression, mais il y a quelques rares cas où il y a eu des mises en demeure qui ont été élaborées pour interpeller certaines structures sur leur obligation de respecter les droits des enfants. Au-delà de ces actions, le ministère en charge du travail et de la protection sociale travaille à la révision des textes pour tenir compte des réalités du pays. Il est question de nos jours de la rédaction de la liste des travaux dits légers au Burkina Faso. Il y a également les outils de planification en matière de lutte contre le travail des enfants. Après le plan national
de lutte contre le travail des enfants, nous sommes arrivés à la stratégie. Et la stratégie est en train de tirer vers sa fin et nous sommes en train de projeter également l'écriture d'une nouvelle stratégie. En ce qui concerne les travaux dangereux, un décret de 2016 les définit. Selon le directeur général de la protection sociale, ce décret fait cas des caractéristiques des travaux, des lieux et des conditions dans lesquelles ils sont menés. En termes d'activité, la nature même du travail qui peut être incriminée, vous aviez environ 12 à 13 secteurs d'activité où on a identifié des tâches dites dangereuses et qui ne doivent pas être exécutées par les enfants. Et en termes de secteurs, vous avez l'agriculture, vous avez l'élevage, le secteur informel, le transport, l'agroforesterie, voilà, l'élevage, le travail domestique. Il n'est pourtant pas rare de voir des enfants exercer dans ces domaines d'activité au Burkina Faso. Dans les grandes villes du pays et surtout dans la capitale burkinabé, ils sont nombreux ces enfants commerçants ambulants et dans les marchés. Dans les villages, ils ne sont pas épargnés par les travaux champêtres et l'orpaillage, mettant ainsi en danger leur santé et leur sécurité. Il n'est donc pas faux d'affirmer que le travail des enfants a la peau dure au pays des hommes intègres. À la direction de la protection sociale, on espère que les sensibilisations et autres actions menées par le ministère permettront aux populations de prendre conscience des dangers liés à ce phénomène. L'autre défi à relever pour le ministère reste la prise en compte de la situation sécuritaire et humanitaire dans le nouveau plan de la stratégie de lutte contre le travail des enfants. En sport, le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, avait déposé sa candidature auprès de la Confédération africaine de football au poste de membre du comité exécutif pour la zone B de l'UFOA. Le 12 juillet dernier, par voie écrite, Lazare Bansé a adressé un courrier au secrétaire général de la CAF avec pour objet le retrait de sa candidature. Comment les journalistes sportifs burkinabés perçoivent cette décision? Quelles pourraient être les conséquences pour le développement du football burkinabé? Eh bien, quelques journalistes sportifs donnent leur avis. Ils ont été interrogés par Assami Tiamtori. Dans cette lettre adressée au secrétaire général de la Confédération africaine de football qui a pour objet le retrait de sa candidature, Lazare Bansé mentionne que suite à une réunion de concertation entre les présidents et les secrétaires généraux de l'UFOAB, un consensus a été trouvé entre le candidat Guy Apovi, président de la Fédération togolaise de football, et lui-même Lazare Bansé au poste de membre du comité exécutif de la CAF. Face à cette décision, quelques journalistes sportifs interrogés à ce sujet pensent que c'est regrettable et le Burkina Faso perd en opportunité. Effectivement, le Burkina perd beaucoup dans cette histoire parce qu'il faut quelqu'un dans ce bureau exécutif, n'est-ce pas, pour prendre les bonnes décisions. Mais qui va aller parler au nom du Burkina? Qui va lutter pour le Burkina aujourd'hui? C'est le football burkinabé qui perd. Toute la nation burkinabé qui perd dans cette histoire. Ce qui s'est passé, je dois dire que c'est vraiment regrettable. En tout cas, dans l'ensemble de tout ce qui a pu, en tout cas, entourer toute cette question de candidature. Et au finish, on assiste à une perte énorme pour le football burkinabé. Parce que aujourd'hui, c'est dire que le Burkina Faso n'est aucunement plus représenté dans une instance de football au niveau de la CAF. C'était quand même une place qu'on avait qui nous permettait à un certain moment d'avoir une certaine influence. Selon toujours la lettre de Lazare Bansé adressée au secrétaire général de la CAF, cette décision a été prise dans l'optique de préserver l'unité de l'UFOAB. Pour ces journalistes étant un représentant du Burkina Faso, il était judicieux pour Bansé de privilégier l'intérêt de la nation. En allant au nom d'une nation, il faut défendre effectivement, pas pour moi, mais pour toute une nation. Parce que on a vu ce que Sita Sangaré a fait pour le Burkina étant dans ce bureau exécutif. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas moi de les citer, tous les sportifs le savent. Depuis quelques années, on se plaignait. Quand on n'était pas encore présent dans ces instances-là, on s'est plaint. Moi, je me rappelle des éliminatoires de la Coupe du Monde 2000, comme je me rappelle plus trop de la date, mais c'était un match Burkina-Algérie où le Burkina avait perdu dans des circonstances un peu difficiles du côté d'Alger. Ça avait créé le problème. On avait dit voilà, c'est parce qu'on n'est pas dans les instances de la CAF, de la FIFA,
FIFA. Aujourd'hui, on avait l'opportunité avec le colonel-major Sita Sangaré d'être dans ces instances-là. Ça nous a évité peut-être souvent des décisions contre le Burkina. Maintenant, on a mal manœuvré entre Burkinabés, ça s'est mal tourné, on n'est plus dans ces instances. C'est pas bon, c'est le pays qui perd. Maintenant, le mal est fait. Il faut peut-être trouver maintenant des solutions pour remonter dans ces instances. Aujourd'hui, le Burkina part, on va dire, de toutes ces compétitions africaines-là, orphelin, très malheureusement, et c'est regrettable. Et j'espère juste que de ce feuilleton, on va tirer toutes les leçons nécessaires pour que cela ne puisse plus arriver au Burkina Faso. Je pense que dans la moindre mesure, il faut toujours savoir privilégier donc l'intérêt de la nation. Le colonel-major Sita Sangaré n'ayant pas pu rebeloter pour faire partie à nouveau du COMEX de la CAF, le Burkina Faso ne sera donc plus représenté et devra attendre les prochaines élections. Hors de chez nous, en Afrique du Sud, pour clore ce journal, à la suite de l'annonce de la non-participation du président russe au sommet des BRICS, le ministre sud-africain des Affaires étrangères a tenu aujourd'hui une conférence de presse. La diplomatie sud-africaine a informé que le président Vladimir Poutine assistera virtuellement au sommet. Le ministère sud-africain des Relations internationales a organisé une conférence de presse sur la présidence des BRICS jeudi à Johannesburg suite à l'annonce de l'absence du président russe Vladimir Poutine au sommet du mois d'août. Le directeur général adjoint pour l'Asie et le Moyen-Orient, Sherpa des BRICS, Anis Soukal, a déclaré aux journalistes que Vladimir Poutine assistera virtuellement au sommet. Nous pourrions arriver à la conclusion que oui, le président Poutine comprend le dilemme auquel l'Afrique du Sud est confrontée, mais qu'il ne veut pas compromettre le sommet. Il ne voulait pas créer de problème pour l'Afrique du Sud et c'est là la force de la coopération des BRICS, le fait que nous puissions avoir ce type de maturité et de solidarité dans cette relation et garantir que nous ayons un sommet très réussi en Afrique du Sud avec la participation virtuelle et que toutes les questions que nous avons mises à l'ordre du jour soient discutées collectivement. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré mardi que toute tentative d'arrestation du président russe Vladimir Poutine lors de sa visite dans le pays le mois prochain serait une déclaration de guerre avec la Russie. Toute tentative d'arrestation du président est une déclaration de guerre, c'est un fait avéré. Le fait que le président mentionne cette déclaration n'a rien de dramatique. Deuxièmement, il n'existe aucun précédent dans l'histoire de l'arrestation d'un chef d'État en exercice dans un pays étranger. Si vous faites cela, vous devez donc considérer que toutes les options sont sur la table pour le pays dont vous arrêtez le président. Si vous reliez les deux, la déclaration de Moscou et le précédent dont je parle, notre président, en disant cela dans sa déclaration, sous serment, fait preuve de pragmatisme à mon avis. Cette décision de Vladimir Poutine met fin à des mois de spéculation sur une possible arrestation en Afrique du Sud, signataire du traité de Rome à l'origine de la création de la Cour pénale internationale. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 9h pour un autre rendez-vous de l'actualité. Bonsoir.